Aujourd'hui, notre invité s'appelle Mathias Humbert. Il est le fondateur du bureau d'études Isaias et il est ingénieur bois très engagé au sein de la frugalité heureuse et créative et s'est spécialisé dans la mise en œuvre de bois local dans des projets d'architecture. Son expérience lui permet d'adapter chaque projet aux ressources disponibles, aux savoir-faire locaux et aux besoins spécifiques du chantier. Il va nous présenter un sujet passionnant, le bois local, qu'il décline comme une méthode au cas par cas. Une approche qui montre qu'il n'existe pas une recette unique, mais une multitude de réponses sur mesure où performances techniques, sobriété, environnement et créativité vont de pair. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mathias Knobler, architecte et co-animateur du groupe Sud-Alsace et j'ai le plaisir d'animer ces revues de projet. Ces rendez-vous organisés tous les 2 mois sont là pour qu'on échange librement, qu'on partage nos réussites comme nos galères et qu'on apprenne ensemble à construire autrement. Donc si vous aimez vous nourrir de la diversité des expériences, vous êtes au bon endroit. Pour que la séance se passe au mieux, je vous invite à couper vos micros pendant la présentation, à noter vos questions et remarques, puis à lever la main lorsque viendra le temps des échanges. Et maintenant, je laisse la parole à Mathias pour sa présentation. Pour nous mettre un peu en introduction, c'était le compte Bon Pote qui avait publié une illustration qui venait de la data venant de la NASA qui montre du coup le réchauffement climatique, la moyenne en fonction des années. Elle illustre bien et assez poétiquement cette question de l'augmentation constante des températures. Je ne vais pas vous faire un cours sur la question du bois, mais c'était très souvent on nous interroge sur la question de la durabilité du bois, que c'est un matériau qui ne peut pas franchir les siècles, mais on s'aperçoit qu'en fait, on a des exemples qui prouvent le contraire. Vu que c'est pour la frugalité Alsace, on a la maison à pans de bois à Sélestat, là, qui date du XIIIe siècle. Si on revient aujourd'hui, du coup 2022, là, c'est sur Google Maps, on voit qu'en fait, on a toujours cette même maison. La question du bois, elle est dans le temps, on a des exemples qui montrent qu'on peut franchir les siècles. Pareil pour les Stavkirke en Norvège, où on a des constructions qui datent de plus de 800 ans. Je vais venir directement au sujet du coup du bois local. Pour pouvoir commencer, en fait, il faut connaître nos acteurs. Le premier acteur, pour moi, ça va être la question du charpentier et savoir qu'on a plusieurs tailles d'entreprises. On a des petites entreprises qui peuvent être comprises entre 1 à 10 artisans qui ont des petits moyens de levage et plutôt de taille avec des outils électroportatifs. On a des tailles d'entreprises moyennes. Du coup, ça, dans l'Est de la France, on a quand même beaucoup d'entreprises qui vont être plutôt sur une taille de plus de 10 charpentiers et avec des bandes taille numérique type K2 qui vont permettre de réaliser et de façon assez efficacement beaucoup d'éléments taillés type queue d'aronde ou ossature. Et après, on a une troisième échelle qui sont une échelle plus industrielle où là, on a des entreprises avec plusieurs sites de production et des gros moyens. Pourquoi je vous parle de ces 3 tailles d'entreprise? C'est que pour moi, on peut utiliser la question du bois local sur ces 3 échelles. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes avec une petite entreprise ou un industriel que vous pouvez pas amener la question d'utilisation d'un bois local. Le deuxième acteur très important, c'est aussi les scieries. Majoritairement, les scieries sont spécialisées ou dans le feuillu ou dans le résineux, même si on a quelques exemples de scieries qui taillent les 2 types d'essence. Il faut aussi savoir que sur les scieries, on a différents certificats et il faut se renseigner auprès de vos scieurs pour savoir s'ils sont habilités à, par exemple, donner une déclaration de performance mécanique C18 ou C24, qui sera aussi importante si on veut utiliser le bois structurellement. Par exemple, là, ici, on voit les différents certificats de la scierie Mandré, là, qui est dans les Vosges, et avec qui on a déjà travaillé quelques fois, et donc vous allez voir quelques exemples des bois qu'ils ont fournis. L'autre point important, c'est d'identifier les ressources qui sont disponibles. Peut-être que certains connaissent la frugalité heureuse et créative à identifier des ressources grâce à une cartographie que vous pouvez retrouver en ligne.
C'est une cartographie qui évolue sans cesse en ajoutant des sites, des scieurs, aussi des ressources humaines. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Ça amène déjà une première approche dans votre région de toutes les ressources qui sont disponibles à la fois en biosourcé, mais aussi en géosourcé. En Lorraine, on a aussi, parce qu'on était plusieurs à travailler sur cette question des ressources disponibles, il y a eu un travail qui a été fait sur une cartographie qui a identifié en fait toutes les scieries résineux feuillus, mais aussi les carrières en termes de pierres et aussi des fournisseurs de paille. Cette carte, elle est aussi en open source, du coup, elle est accessible. Si vous ne l'avez pas, je peux vous transférer le lien. Et il me semble qu'il y en a peut-être une aussi en Alsace. Mathias, ça te parle d'une cartographie des ressources qui a été faite en Alsace? Ah bah voilà, établi aussi. Du coup, c'est des éléments à aller récupérer avant de commencer un projet. Bon, là, c'est sur la cartographie lorraine, il y a des fiches où on a montré les différentes essences en fonction des scieries. On essaye de mettre des prix, de récupérer des données, sachant que tout ce travail a été fait aussi sur du travail bénévole. Si on a la chance d'être sur des communes propriétaires forestières avec des domaines, avec des forêts communales, on a aussi l'ONF qui est une grande source pour pouvoir identifier les essences. Là, vous avez une carte de Annecy non, là c'est Sainte-Croix-aux-Mines, où on voit les différentes essences de bois qui sont plantées et disponibles. Du coup, aller interroger l'élu à la forêt et l'ONF pour connaître ce qui est disponible dans la commune, sur les forêts, ça va permettre aussi d'identifier les essences. Et là, vous voyez à droite une visite qu'on avait organisée sur le projet de la halle de Rancy, où on avait été voir directement en forêt avec du coup la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et l'ONF. L'autre façon d'identifier les ressources, c'est aussi d'utiliser des Google ou un navigateur et d'aller identifier, par exemple, une petite scierie qui pourrait être à côté de votre projet. Je prends l'exemple de la scierie Vincent à Vendières, qui n'était pas référencée sur aucun site, qui n'a pas d'email, qui n'a pas de site internet. Et pourtant, c'est avec cette scierie qu'on a reçu le prix national bois construction pour la halle de Hancy. C'est une scierie qui est à 10 km du site. Et ça veut dire qu'il faut maîtriser aussi son terrain et du coup là prendre ses baskets et directement aller voir le scieur pour lui demander, comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il taille. Du coup, pas qu'identifier les ressources sur Internet. Je vais alterner entre. Je voulais utiliser l'exemple de la halle de Hancy là pour un peu illustrer ce que je vous ai dit. Du coup, la halle de Hancy d'Ornault, vous avez sûrement déjà dû croiser les architectes et studio Lada, Christophe Aubertin, bureau d'études. Du coup, ça avait été fait avec Barthès Bois, charpentier de Rambure et Paris, qui est le charpentier de la commune, la scierie Vincent, qui est à 10 km du site. Du coup, on est sur une structure en bois lamellé collé Douglas sur la question de la structure primaire, et on a toute une résille qu'on a été utilisée en bois local, du coup en bois communal. Là, vous pouvez voir Ancy-sur-Moselle, c'est ici, la forêt, elle est tout au bout, et la scierie, elle est du coup à 13 km. Du coup, on est vraiment là, on a essayé de travailler avec nos acteurs locaux et une forêt communale. Du coup, voilà, c'est la photo où on voit les grumes pour la halle. Moi, c'était la première fois que je voyais les arbres qui allaient servir, enfin les grumes qui allaient servir à un projet. C'est-à-dire qu'on construit tous les jours en bois, mais on n'a pas toujours la chance de faire ce lien direct entre une forêt, une grume et un projet. Et je trouvais que du coup, forcément, c'est quelque chose de parlant. Quand on a étudié les bois qui étaient disponibles sur la commune de Ancy-d'Ornault,
on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de pin noir. Alors le pin noir, c'est pas une essence à proprement dit qui a des propriétés mécaniques et qui est normalisée pour l'utiliser en construction. Du coup, c'était un peu complexe dans une première analyse, mais en fouillant un peu plus loin, c'est grâce à une étude réalisée par les Suisses sur cette essence-là qu'on a pu en fait l'utiliser et avoir en fait des propriétés, connaître ses propriétés face à sa durabilité naturelle vis-à-vis des insectes, des champignons, des propriétés aussi un peu mécaniques. Du coup, c'est une essence assez intéressante parce que en fonction de là où l'arbre pousse, ses propriétés vont être du bien à pas bien. On a fait le choix de l'utiliser en résille plutôt qu'en structure à cause de cette hétérogénéité de cette hétérogénéité vis-à-vis de son classement naturel, mécanique et en termes de durabilité. Mais ça montre l'importance de pouvoir avoir de l'information sur les essences. C'est-à-dire que plus on voudra utiliser des essences différentes, plus il faut qu'on puisse avoir en fait des informations, du coup les normaliser. Ça, c'est la photo des grumes une fois sciées et transformées directement chez le scieur. On est sur un scieur où ils sont 2, du coup on est en séchage naturel avec cerclage. L'épaisseur et la largeur a été définie par l'outil de taille du scieur. C'est aussi quelque chose d'important pour pouvoir optimiser à la fois le prix et la matière, c'est de pouvoir adapter son projet aux outils disponibles sur le terrain. Quelques photos du coup du levage. Alors le charpentier avait fait le choix de faire un levage et un montage sur site et directement d'installer les planches à même le sol et de les lever ensuite. Là, c'était aussi une illustration pour montrer l'importance de s'entourer de charpentiers qui comprennent le projet et qui ont envie. Là, l'équipe a vraiment fait un super travail en sélectionnant les plus belles essences de bois sur les parties visibles et accessibles quasiment au toucher. Et du coup, on a un taux de chute qui est assez important, mais qui va permettre de faire un beau travail. Et du coup, ça se traduit qu'il faut laisser le temps aux artisans de faire leur travail et laisser le temps aux charpentiers de pouvoir sélectionner ces bois. C'est-à-dire aussi, quand je dis laisser le temps, entendez aussi qu'ils aient l'argent pour pouvoir le faire. Et le résultat est très convaincant, parce que on a vraiment quasiment là sur ces pieds de poteau un aspect assez propre. Et ils ont été jusqu'à du coup raboter et un peu poncer tous ces pieds, alors que c'était des éléments qui n'avaient pas été forcément demandés au marché, mais ils se sont vraiment attachés à l'objet qu'ils ont construit et ils nous ont livré quelque chose de vraiment qualitatif. Et c'est aussi la force pour moi de travailler avec du bois communal, avec des acteurs locaux. Du coup, là, le charpentier du village, et en fait, quand il vient construire la halle de son village, il y a forcément un attachement à réaliser, à faire un beau travail. Et ça fonctionne vraiment bien. C'est l'un des projets que je préfère et dont j'ai adoré travailler dessus. Du coup, en quelques chiffres, on est sur un marché public, on est sur une commune forestière, on a mis en place un marché de sciage, je vais y revenir dans un instant. On avait fait du coup une procédure pour appel d'offres pour le charpentier. L'essence locale qu'on a utilisée, c'est du pin noir en parement extérieur. En termes de prix, on a 100 mètres cubes de volume sous grume. On a un prisage à 80 € le mètre cube grume. Alors attention, c'est des prix qui datent déjà de quelques années, hein, pas à reprendre pour argent comptant sur vos projets, mais ça donne des indications. Et on est sur un prix mètre cube fini de 245 € le mètre cube.
Du coup, on est vraiment sur la même, à la fin, on est même étonné. On est sur un prix assez compétitif par rapport à un mètre cube de grumes sapin venant d'une fourniture plus conventionnelle. Et là, une photo du haut du village avec la halle éclairée qui est assez, qui s'inscrit bien dans son territoire. Alors j'en viens à comment on peut garantir l'utilisation du bois local. Alors, on a identifié pour le moment 3 méthodes. La méthode de marché de sciage, de fourniture, qui sont assez similaires, on va les traiter ensemble, et une troisième méthode où on va mettre en place des critères environnementaux lors de la consultation. Du coup, ça, c'est sur des méthodes en marché public. Du coup, la méthode d'utiliser un marché de sciage, du coup, c'est une méthode qui permet l'utilisation des bois communaux. Du coup, c'est dans le cadre où votre commune ou le maître d'ouvrage est propriétaire de ces forêts. Du coup, les conditions, c'est de disponibilité du bois, bien sûr, et la correspondance entre les essences et les volontés architecturales et techniques. C'est-à-dire que, est-ce que je vais avoir une essence durable si je veux faire un préau extérieur? Est-ce que j'ai des essences durables aux intempéries? Est-ce que je vais avoir du sapin ou des essences qui peuvent être normalisées en classement mécanique si on veut l'utiliser de façon structurelle? Du coup, l'impact qu'on a sur notre appel d'offres, c'est que l'entreprise de charpente n'a pas dans son lot la fourniture, ou alors de façon partielle. C'est bien le maître d'ouvrage qui va rétrocéder la matière au charpentier, et il faut créer un marché de sciage. Le grand avantage, bien sûr, c'est que là, on maîtrise parfaitement l'origine du bois et on peut, du coup, en toute légalité, utiliser un bois communal. Le deuxième type de marché, c'est un marché de transformation. C'est-à-dire, c'est là, votre maîtrise d'ouvrage ne possède pas des bois, mais a une volonté d'utiliser une ressource locale. Ça peut être une Comcom ou vous allez le voir sur un exemple type l'ONF. Du coup, on est à peu près sur la même philosophie que pour le marché de sillage, c'est juste qu'on va intégrer la ressource, bois dans le marché. Voilà, là vous avez deux tableaux qui montrent un peu la différence entre le marché de sillage et le marché de transformation. Du coup, on a la forêt, le sillage des grumes, et après transport, sillage, traitement, séchage et transport vers l'entreprise de charpente. Du coup, là, en sillage, le marché du scieur concerne juste le transport et la transformation. Si on est sur un marché de transformation, on va aussi inclure directement du coup la fourniture des grumes. Sur à la fois le marché de sillage et à la fois sur le marché de transformation, dans les deux cas, nous, on préconise de définir un cahier des charges pour la fourniture du bois local. Ce cahier des charges, il permet de fluidifier les échanges entre le scieur, le maîtrise d'ouvrage, l'ONF, le charpentier, le bureau d'études et l'architecte. Parce que c'est pas forcément quelque chose qui se fait de façon naturelle pour le moment. Du coup, c'est pas mal de pouvoir résumer les contraintes de chacun. Alors là, nous, c'est des éléments qu'au fur et à mesure, on pense devoir préciser, mais peut-être qu'il faut en rajouter, peut-être qu'on en met trop. Enfin, pour le moment, de façon pragmatique, liste des intervenants, caractéristiques du bois. Chose importante, les scieurs parlent de volume sous grume, là où les charpentiers et bureaux d'études parlent de volume fini. Et du coup, là, il y a un gros rendement. Il faut en prendre compte. On définit les essences, les quantités de bois, dimensions et longueurs. Les longueurs peuvent aussi avoir un impact. Forcément, si plus on va être sur des bois qui vont être longs au-delà de 6 mètres, plus il faut trouver un arbre qui permette de pouvoir avoir un bois de grande longueur. Aussi le type de séchage, les caractéristiques mécaniques
si vous êtes sur du bois structurel, les qualités et les présences d'aubiers si on cherche à avoir des bois type Douglas qu'on pourrait laisser soumis aux intempéries. Les rendements, alors ça c'est aussi important, c'est que sur quand on parle avec le scieur, il parlera de volume du coup sous grume, là où on parle de volume fini. Les rendements, par exemple, sur un bois résineux, ça tourne autour des 24%. C'est-à-dire que il va nous falloir du coup, il faut prendre en compte il faut pouvoir prendre en compte ce rendement quand vous parlez. Du coup, si je reviens sur Annecy, attendez, voilà. Du coup, pour 33 mètres cubes finis de planche, on a utilisé un volume sous grume de 100 mètres cubes. Et du coup, ces 100 mètres cubes, c'est la photo ici, quoi. Voilà. Pour finir avec nos 33 mètres cubes de planche. Voilà. Et ça, il faut bien faire attention de préciser le type de mètre cube de bois que vous parlez en fonction de vos intervenants. Du coup, je reviens. Voilà, quelques rendements pour les différentes essences. Évidemment, les rendements, ils peuvent varier en fonction de la largeur, de la longueur de vos bois et du type de bois ou de qualité que vous voulez utiliser. Et ça, n'hésitez pas si vous n'avez pas l'information, ça ne se devine pas. Il faut en parler avec le scieur, avec l'ONF, parce que ça peut aussi varier en fonction des forêts et de la qualité des arbres. Le deuxième exemple que je voulais le deuxième exemple, c'est pour illustrer justement le marché de transformation. Ça a été mis en place pendant la construction du siège de l'ONF dans les Vosges, à Épinal. Du coup, là, on était typiquement sur un marché de transformation où l'ONF, à proprement dit, ne possède pas de bois et du coup va mettre en place ce marché de transformation où on va demander à un scieur d'amener des crumes et de les transformer en produits finis pour que le charpentier puisse le mettre en œuvre. C'est le siège aussi de la Chambre d'agriculture, il ne faut pas les oublier, c'est ONF et Chambre d'agriculture. Architecte Jean-Luc Gérard à Épinal, bureau d'études également, Barthès Bois, charpentier Poirot Charpente. Là, on est déjà sur des montants de travaux plus conséquents, hein, on est sur un bâtiment à 4,7 millions. Sur ce type de marché, il faut quand même, marché de transformation, aussi avoir un marché un peu, je dirais, important parce que c'est beaucoup d'énergie à mettre en place. Alors là, on était aussi sur, l'ONF avait aussi une vraie volonté à mettre en place ce type de marché et puis expliquer que c'était possible. Intéressant, c'est l'un des tout premiers, là, on avait utilisé des poteaux en lamellé collé de hêtre. On est sur des sommiers en sapin, lamellé collé, avec une fourniture de bois local. Du coup, là, dans le marché de transformation, on avait intégré la transformation du sapin en lamelles pour faire du lamellé collé et la transformation, du coup, là, chez Weissrock, la transformation, du coup, en barre de lamellé collé directement chez Weissrock. Du coup, le charpentier, il a reçu en fait des produits finis. En soi, pour lui, ça n'a quasiment rien changé. C'est vraiment c'est le marché de transformation qui a permis de mettre en place ces éléments-là. Du coup, pour pouvoir mettre en place un marché de transformation, et en amont de cette consultation, nous, on met déjà en place différents types de bois, mais on va mettre des sections, des longueurs, des mètres cubes pour pouvoir pour pouvoir transmettre au scieur en fait, un produit quasiment fini. Ça nécessite aussi d'anticiper les études de conception parce qu'en fait, quand vous êtes en DCE, vous avez presque déjà bloqué et défini toutes les sections des bois. Photo du coup des poutres lamellées collées du coup avec
leurs étiquettes, leurs identifications avant d'être fournis aux charpentiers. Ça, c'était aussi pour vous illustrer que sur le chantier de l'ONF, on était aussi soumis, comme tout le monde, à des contraintes budgétaires. Pour des choix économiques et puis aussi acoustiques, on est passé avec un plancher collaborant en acier-béton. C'est pas parce qu'on est en bois local qu'on a justement carte blanche sur les budgets, et on peut aussi amener le bois local tout en ayant des conceptions économiques. Photo du coup de levage de la charpente. Là-dessus, il n'y a pas de différence entre une charpente en bois local et une charpente en bois venant des filières plus conventionnelles. Aussi, élément très important à l'ONF, c'est qu'il y a eu un gros travail qui a été fait sur tous les bois intérieurs. Justement, avec l'utilisation de frênes et de hêtres. Il faut aussi penser, quand on parle de bois local, à tout justement l'aménagement qui représente des volumes très importants, qui peuvent représenter des volumes très importants dans l'utilisation des ressources. Du coup, là, la façade, bardage chêne, aussi avec la même provenance du marché de transformation. Rapidement, du coup, on est toujours sur un marché public, on est sur un marché de transformation. Quelques rendements, vous voyez, là, on est sur les rendements intérieurs, on est dans les 34% avec du frêne, du chêne et du hêtre. Ça nous permet aussi l'utilisation en essence, en aménagement intérieur. Ça permet aussi d'utiliser d'autres types d'essence, comme le hêtre ou le frêne, qui sont plus compliqués à utiliser en structure, quoi. Pour moi, la troisième méthode aussi qu'on peut utiliser sur le marché public, c'est de mettre en place des critères environnementaux. Alors, ça a l'avantage d'être des démarches qui sont aussi beaucoup plus légères et qui ne nécessitent pas tout le travail en amont d'identification, de mise en place du marché, du cahier de charge du bois local. Bon, par contre, ça ne garantit pas 100% l'utilisation du bois local, et on va peut-être travailler plus sur une région de bois régional. On peut aussi, ça dépend des régions, mais il y a aussi des labels qui se mettent en place, comme Bois de France ou Bois des Alpes, qui définissent aussi des cahiers des charges sur les provenances et les bois. Du coup, s'intéresser à ces labels-là, ça permet aussi de mettre en place facilement une démarche plus locale. Cette question de critères environnementaux, vous pouvez aussi l'utiliser sur votre marché de charpente, mais aussi sur les menuiseries extérieures, intérieures, l'aménagement aussi. Là, je vous montre un exemple qu'on avait fait pour le gymnase Jean Lamour, de critères qu'on avait mis en place. Du coup, les essences, le traitement, les finitions, les sections, les quantités à commander, la localisation de la forêt d'origine, le lieu de sciage, le lieu de traitement et le montant total d'achat de fourniture. Et ça permet justement de bien identifier d'où viennent vos planches, qui les transforme, et est-ce que c'est sur votre territoire ou est-ce que ça vient de plus loin. Du coup, ces critères environnementaux, on les avait mis en place sur le gymnase Jean Lamour, qui est aussi un projet qu'on avait fait avec Studio Lada. On est sur un marché public. Là, on est vraiment dans le cadre d'une commune qui est non forestière. On construit pour la métropole du Grand Nancy, mais ça ne nous a pas empêché du coup de pouvoir amener cette volonté et d'avoir un projet qui vient, du coup, c'est la scierie Mandré qui a fourni qui a fourni tout le bois de la structure
de la structure. Là, vous avez une photo de la perce concours et là, vous avez une photo et ben, après réalisation. Du coup, on s'aperçoit qu'on avait déjà. Enfin, j'aime bien vous montrer ces deux images-là parce que à 2-3 détails près, on est déjà sur les grandes lignes. On avait déjà mis en place dès le concours les grandes lignes euh, pour pouvoir utiliser justement du bois massif sur une structure de grande portée. Alors l'idée, c'était pas forcément de présenter ce projet, mais rapidement, on est sur un portique en bois massif. On a 24 mètres de portée entre ces deux poteaux. On a travaillé avec des petites sections pour justement permettre l'utilisation d'un bois massif. Et on a une trame assez dense, justement, pour permettre de franchir cette grande portée. Il y a eu un très gros travail qui a été fait à la fois en conception et à la fois avec l'entreprise aussi pour pouvoir transporter et préassembler ces portiques treillis parce qu'on avait du coup énormément de bois. Et là, je tiens vraiment à féliciter justement l'entreprise Lebras Frères qui a réalisé ça parce que c'était à la fois complexe dans la méthodologie et dans le transport. Là, vous voyez typiquement une partie des poutres ont été emmenées en convoi exceptionnel de nuit, juste sur notre chantier. On s'était du coup pour pouvoir assembler les tris, on a inventé un système d'assemblage avec un tube métallique d'un diamètre 60, du coup assez important, qui permettait de venir reconnecter toutes les diagonales. Et là, quelques photos de réalisation où on a des assemblages qui sont esthétiquement assez discrets. Du coup, c'est un exemple que j'aime bien montrer parce qu'on est sur justement du bois massif, on est sur un ouvrage avec une portée importante et on peut toujours avoir une recherche esthétique à la fois dans les assemblages et à la fois dans la structure, enfin personnellement. Il a quelques photos de chantier parce que justement c'était aussi il n'y avait pas que la définition du projet mais vraiment la méthodologie de pose de ces éléments qui étaient complexes à faire, mais un joli challenge. Et ça fonctionne plutôt bien. Élément aussi important, c'est là je vous montre la question de la structure, mais il y a aussi tout un travail sur l'aménagement intérieur avec du coup tout un bardage bois intérieur et vraiment d'une très grande qualité. C'est l'entreprise Baldini à Nancy qui a réalisé ça. Et c'est aussi une façon qui illustre bien qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser du plâtre dans du cloisonnement intérieur et qu'on peut utiliser du bois. Et le bois local est tout à fait approprié aussi pour ce type d'usage. Et vraiment, c'est remarquablement bien exécuté. Rapidement, je voulais aussi illustrer un projet là qu'on a fait à Toul où on a pu utiliser en fait en marché privé une fourniture très locale. Du coup, on est sur la création d'un bureau et d'un entrepôt pour une société, Alter Boutique. On est sur un marché privé. On a un maître d'ouvrage qui est déjà sensible à la question justement de l'impact que peut avoir son bâtiment. Quand on a construit, on s'est rendu compte qu'on avait en fait un scieur qui était à 3 km. Du coup, là, on est à Toul, on a un scieur qui est à 3 km de notre projet.
Alors on prend nos baskets, on va directement, visiter cette scierie et on tombe sur Michel. Michel, il est tout seul, c'est vraiment un petit scieur et en fait, il avait entendu parler de nous, sur la halle de Ancy-Dorneau. Il faut savoir que les scieurs, ils sont comme tout le monde, ils se connaissent entre eux et parce que, la halle de Ancy-Dorneau s'était bien passée avec la scierie Vincent et ben, il nous avait dit, ça m'avait marqué: «Bah, si c'est vous, c'est bon». Et on a pu mettre en fait, du coup, en place, pour la fourniture du parement de toute la halle intérieure et bah, justement, de travailler avec des essences, locales. Alors c'était une petite illustration, de la structure du bâtiment. On est sur, une ossature bois avec, un portique, lamellé-collé, pour franchir la grande portée et la question du bois local, c'est sur, justement cette halle sur le parement intérieur à la place d'utiliser du placo. Nous, on a préféré utiliser ces essences. Voilà, photo de chantier, on est sur, bah, déjà, des choses assez économiques comme un mur inglo intérieur. On est quand même sur un marché privé avec un budget à tenir. Photo justement, bah, voilà, de, la halle, avec ce parement intérieur. Alors là, on a tout un ensemble, de bois, on a du tilleul, on a du douglas, on a du sapin pectiné. J'ai plus, toutes les essences en tête, mais on a environ 11 essences. Pareil, on a laissé, le charpentier, on a laissé aux équipes de charpentiers, c'est l'entreprise Rebo à Thionville, bah, en fait, le choix de sélectionner les essences et de mettre en place, ce rythme-là. Et ça aussi, il faut laisser le charpentier aussi, s'imprégner du projet et je trouve qu'ils s'en sont, très bien, débrouillés et typiquement, là, voilà, on a, un bois lamellé collé avec, ces bois, sciés, du coup, avec une scierie, pas rabotée ni poncée et l'ensemble se marie très bien. Là, quelques photos, bah, justement, une fois, l'installation terminée et je trouve que ça fonctionne plutôt bien et mieux que si on avait utilisé, une finition plâtre. Point aussi intéressant, c'est que, on avait une volonté d'utiliser des essences locales. On a construit ça entre, les 2 confinements et au début, on avait prévu d'utiliser un panneau, OSB en support d'étanchéité. Il s'est avéré que l'OSB à ce moment-là, s'enflammait, au niveau, tarifaire et le charpentier a lui-même proposé d'utiliser une volige en bois massif, épicéa. Du coup, on a demandé un classement, mécanique, C24 pour pouvoir la justifier en structure, mais cette volonté d'utiliser une ressource locale, elle est venue en partie de nous, mais aussi du charpentier et là-dessus, moi je commence à voir, des entreprises qui ont vraiment une vraie volonté d'utiliser des ressources, locales et qui vont la proposer, à leurs clients, aux architectes et ça aussi, pour moi, plus on commence à avoir un écosystème, important, d'intervenants à la fois architectes, BET, mais aussi entreprises, plus on va pouvoir faciliter la mise en place, de projets avec des ressources, locales, voire hyper locales en fonction, des territoires. J'aime bien également cette photo-là, ça c'est une réunion de chantier, un après-midi, d'été. On a l'architecte, les poseurs, le charpentier et on se rend compte que aussi, bah, on a, cette bonne ambiance qui peut aussi se mettre et c'est cet échange, justement, parce qu'on va permettre aussi, au charpentier d'avoir une forme d'expression dans la pose de son bardage et je sais pas, ça crée quelque chose de j'ai remarqué que souvent sur ces projets-là, l'ambiance générale était meilleure que sur des projets où on est organisé de façon plus traditionnelle et je trouve que c'est aussi la beauté de notre métier, dans ces échanges-là. Quelques retours d'expérience du coup avant de se lancer.
Sur la question du bois local, bon, il faut, pour moi, accepter des plannings de chantier plus longs. C'est-à-dire, pour le moment, si vous voulez condenser votre chantier et mettre en place une démarche en bois local, nous, on l'a pas réussi à le faire. Et grosso modo, on est un peu plus long. Il faut anticiper la passation des marchés de sillage ou de transformation en amont de la consultation. Du coup, ça veut dire déjà avoir un dossier, votre dossier de consultation, c'est quasiment un dossier d'exécution pour pouvoir définir les sanctions et les longueurs. Il faut aussi accepter des matériaux non standardisés. C'est l'exemple à la fois pour la halle de Annecy et là l'exemple que je vous ai montré du bâtiment pour Alter Boutique. En fait, le client, on lui a pas amené un bois parfaitement poncé parce qu'en fait le scieur, lui, il a une machine qui scie pas, enfin qui pouvait pas mettre en place un sciage fin ou du rabotage, et ça fait partie aussi de la façon de concevoir que d'accepter aussi des matériaux voilà, qui sont non standardisés mais qui viennent de votre cru. Il y a autant de solutions qu'il y a de territoires. Du coup, là, les exemples que je vous ai montrés, ils ont fonctionné sur ces territoires-là, mais sur d'autres endroits, peut-être qu'il faut inventer d'autres choses. Pour moi, il faut aussi, ce qui est important, c'est de recruter une maîtrise d'œuvre compétente et aussi accepter forcément son coût, parce que mettre en place ce type de projet, c'est du travail, c'est du temps, c'est aller sur le terrain, c'est discuter. Et indispensable, c'est avoir une maîtrise d'ouvrage qui est convaincue par la démarche et qui est prêt aussi à mettre la main à la pâte, parce que porter des marchés de sillage et de transformation, ça nécessite aussi s'investir dans son projet. Et là, je vais faire un peu de réclame pour les bureaux d'études. Je ne sais pas si vous connaissiez ou si vous connaissez l'association IBC, Ingénierie Bois Construction. C'est une association qui regroupe des bureaux d'études bois indépendants. La majorité des projets que vous avez vus, qui ont été primés dans le cadre des prix national bois, sont à 80% portés aussi par des membres IBC. Du coup, dans vos consultations ou si vous avez des sujets que vous voulez porter, allez trouver un bureau d'études bois compétent, c'est aussi un gage de réussite. Et du coup, il y a un annuaire des ingénieurs sur tout le territoire. Et ça vous permet de recruter une bonne équipe. Voilà, je vous ai remis quelques les objectifs et qui on est, mais je pense que le temps va commencer à manquer et peut-être passer directement aux questions. C'est impeccable, Mathias. Merci beaucoup. Si ça te dérange pas, je transmettrai le PDF de ta présentation par mail à la fin de la revue de projet. Comme ça, on pourra retrouver tous les éléments que Mathias vous a présentés dans le cadre de sa présentation. Et du coup, maintenant, on va passer à un petit temps de questions-réponses. On a encore une petite demi-heure pour échanger. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai vu que Vincent qui avait une question. Vincent lève la main depuis le début. C'est que je l'ai pas baissé, désolé. Oui, effectivement, pour le marché de sillage, Mathias, j'étais étonné de voir que l'abattage des bardages transparents, c'est donc la commune qui doit l'absorber. C'est à la fois ce coût, malgré tout, et aussi la petite méthodologie pour bien gérer la chose. Alors qu'en général, elle a plutôt l'habitude de faire appel à un exploitant forestier qui se charge de ça, quoi. Comment ça s'est fait à Annecy? Oui, du coup, c'est vrai que peut-être que là, pour illustrer, on aurait dû mettre d'habitude, quand vous construisez un projet, en fait, vous demandez une fourniture et pose au charpentier. Du coup, c'est directement le charpentier qui va prendre contact ou avec le scieur ou avec son négoce pour pouvoir lui fournir son bois. Là, la différence, c'est qu'en gros, c'est la commune qui fait office de négoce et qui va prendre à sa charge
la transformation et la fourniture du bois. Le principal argument, c'est que, en gros, vous ne pouvez pas imposer à un charpentier l'utilisation d'un matériau parce qu'il y a la libre concurrence. Du coup, si vous voulez utiliser vos bois, et ben, en fait, c'est un peu la seule façon d'être certain que les bois de la commune seront mis en place par le charpentier, parce qu'en gros, la commune transforme elle-même ses grumes. Et ça veut dire aussi que le marché de sciage et le marché de transformation, ils sont complètement indépendants de votre chantier. Du coup, en gros, vous n'êtes même pas missionné. Nous, très souvent, à part un exemple où on l'a été, mais autrement, on n'est pas missionné. Ça, c'est le maître d'ouvrage et c'est sa responsabilité. C'est juste que nous, on s'en occupe, mais à la fin, il vous faut un maître d'ouvrage qui va passer un marché de transformation où, typiquement, si vous voulez acheter des bureaux, il va acheter, il passe une commande, quoi. Et il met à disposition ce matériau-là. Et pour pouvoir, c'est là l'importance pour moi du cahier des charges, qui permet au fait aussi au charpentier d'avoir un matériau où il sait d'où il vient, s'il y a des critères mécaniques à respecter, voilà, on a un cahier des charges et le charpentier, on sait retrouver les responsabilités de chacun en cas de défaillance d'un matériau, parce qu'on est aussi sur un domaine de construction assurantielle et on a des décennales et on a tout un ensemble de normes à respecter. Du coup, ce cahier des charges, il va permettre aussi de définir les responsabilités entre les intervenants. Et après, sur la question des transports, Vincent, pour répondre à ta question, ça, on en discute à chaque fois. Je veux dire, ça dépend si vous savez déjà s'il y a un scieur dans le coin, en fonction des montants aussi des marchés. Sur des petits montants en dessous de 40 000 € de transformation, vous pouvez passer aussi en direct, ce qui permet d'alléger les marchés. Quand on travaille avec, par exemple, sur la halle de Ancy-Dorneau, la scierie Vincent, ils n'ont pas d'ordinateur. Il n'a pas d'ordinateur. Il est venu me déposer son devis en voiture, au bureau directement. Du coup, vous êtes aussi face à des personnes qui ont la soixantaine, qui sont tout le temps en forêt. Quand il faut les joindre, voilà, c'est plus complexe qu'avec des groupes qui sont plus structurés, mais c'est aussi des acteurs très locaux. Et moi, je pense que quand M. Vincent partira à la retraite, la scierie Vincent, elle s'arrête. Il n'y a pas de repreneur. Et du coup, faire vivre nos acteurs en proposant des projets comme ça, ça permet aussi de les valoriser. Et typiquement, je pense que pour l'exemple de Michel, quand du coup le scieur d'Alter Boutique, qui était lui aussi tout seul, quand il a visité son bâtiment et qu'il a vu qu'en fait ces planches, le projet, j'ai vu que ça l'avait touché et que d'habitude ici, ça part dans un camion et il ne sait pas d'où partent, où forcément vont les choses. Et là, on était dans un processus où, non, en fait, c'est tes planches dans ton projet qui est juste à côté. Et ça, cette démarche, elle est très forte. Elle est fédérateur, à la fois chez les élus, à la fois chez le public, à la fois pour nous, pour l'architecte, pour tout le monde. Et je trouve que c'est aussi une belle façon de construire. Enfin là, je m'égare de la question, mais je trouve que c'est aussi une belle façon de construire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, c'est une question complémentaire concernant le cahier des charges. C'est du coup quelque chose que vous menez, vous, ingénieur, avec le maître d'ouvrage, avant au démarrage des études, on va dire, des projets. Ce cahier des charges-là, Oui. il intervient souvent entre l'APD et le DCE. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre trop en amont parce qu'en fait, on n'a pas assez. Le projet, il faut aussi mettre en place tout le process du projet, du programme, de coûts. Et du coup, on peut pas on aimerait bien le faire le plus tôt possible, mais moi, je remarque que le faire avant la phase APD, c'est quand même complexe.
Et c'est aussi, comme on va quand même bloquer pas mal de choses en termes de longueur et de section, bah, il faut aussi que notre projet soit assez défini. On s'est déjà pris les pieds dans le tapis en le faisant trop tôt et du coup après, après faut ramer un peu pour pouvoir retrouver ses petits, quoi. Et du coup, ça constitue une mission complémentaire à votre mission de base d'ingénieur. Ouais, maintenant je pense qu'il faudrait, oui, il faudrait le voir comme ça. En termes de quantité de travail et de temps, ou alors c'est déjà défini dès l'appel d'offres. Du coup, on sait à quoi s'en tenir parce que la commune, bah, voilà, dit, «Je veux construire en bois local avec mes bois», et dans ce cas-là, quand il y a une proposition de l'équipe, bah, c'est intégré. Après, oui, maintenant on essaye de se la faire valoriser, quoi. Bonjour, ouais, moi j'avais une question à propos du stockage des bois une fois qu'ils sont, sciés, ou non, même, on va dire, entre le forestier et le scieur. Qui stocke les bois, en fin de compte, le temps qu'ils soient mis en œuvre? Imaginons qu'il y a un contretemps à l'attribution du lot charpente. Le bois, pour éviter qu'il pourrisse en forêt ou qui bloque le scieur, parce qu'on sait qu'il y a des problématiques de logistique chez tout scieur, c'est qu'ici, et puis il faut vite que ça parte de chez lui. Du coup, comment vous gérez ça? Ouais, merci. C'est vrai, j'en ai pas parlé et c'est une excellente question et c'est aussi un point qu'il faut mettre en place dans le cahier des charges. Il y a plusieurs techniques, mais il faut trouver un lieu de stockage, ça c'est sûr. Ça peut être chez le scieur, mais là aussi, c'est le scieur qui avait de la place et qui l'a stocké. Ça peut être aussi votre maître d'ouvrage s'il a des locaux. S'il a des locaux et qu'il a la capacité. Mais c'est vrai que, comme souvent, on veut être en séchage naturel et qu'on n'est pas sur les mêmes temps, si on n'avait pas la capacité de pouvoir stocker ces bois-là, ça pourrait être problématique. Ouais, ça c'est un point, je vais le rajouter dans ma présentation parce que c'est un point important à bien définir en amont. En fin de compte, c'est spécifique vraiment à chaque projet, quoi. Oui, c'est vrai que là, je pense qu'on en a plus d'une dizaine, voire une quinzaine de projets là avec des bois, et on a à la fois des similitudes, mais à chaque fois ça a été fait de façon différente à chaque fois, quoi. Et ça dépend des intervenants. Et voilà, nous arrivons déjà au terme de cette revue de projet. Un immense merci à Mathias pour ce partage d'expériences riche et inspirant, et pour avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Il reste encore un long chemin à parcourir pour donner toute leur place au bois de nos forêts, et c'est grâce à de nombreux acteurs engagés dont tu fais partie que le sujet avance. Le replay sera bientôt en ligne, une fois passé dans les mains post-productrices de Victor, que je remercie également. Dans la description, vous trouverez le récap complet les liens pour vous inscrire aux prochaines sessions et bien sûr mon contact si vous souhaitez vous aussi contribuer ou porter un sujet que vous trouvez important. Je vous rappelle que les revues de projet sont bien plus qu'un rendez-vous, c'est un espace d'échange transversal et transdisciplinaire, un lieu où les idées se croisent, où les regards se complètent et où chaque voix compte pour faire avancer ensemble la frugalité heureuse et créative de nos projets. Merci à toutes et à tous pour votre présence. On se retrouve dans 2 mois pour une nouvelle rencontre avec Benoît Zint de l'agence Studio Lada qui viendra nous raconter la réalisation participative de briques de terre crue en marché public. Très bel après-midi à tous, un merveilleux week-end et au plaisir de vous retrouver.